11 novembre 2021. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans votre émission d'information, l'actualité, un débat, les jeudis souvent on commence avec la bonne humeur parce qu'eux-mêmes ils sont toujours de bonne humeur. Je parle d'Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Ces deux journaux qui sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. J'ai précisé ou bien. Ouais. Eladj, bonjour. Bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais profiter de l'occasion parce qu'il y a longtemps. Je voudrais dire un petit coucou aux promoteurs de E47. Peut-être qu'il nous suit en direct. Oui, et de lui dire de ne pas nous feinter. Parce que nous sommes très habiles. À la sortie de cette émission. Vous êtes en train de parler de mon patron. Non, ça c'est clair. À la sortie de cette émission, nous allons le débusquer. Ah bon? Parce qu'il y a longtemps. Non, parce qu'il y a longtemps, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Non, bon, c'était pour rire. Il est occupé avec la crise. Il va tourner de gauche à droite pour honorer ses engagements. Même s'il y a la crise, je crois qu'il doit quand même de temps en temps jeter un coup d'œil autour de ses amis, comme nous. Il comprend déjà le langage que je lui adresse. Donc, là où il est, à la sortie de cette émission, je crois que Abbas va s'aligner derrière moi pour qu'on le débusque. C'est important. Alors, j'espère que le patron a compris et qu'il va disparaître dans les environs dans peu de temps. Alors, Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à ton patron qui nous fuit. Et comme tu viens de le confirmer, c'est comme tu es en train de lui dire de disparaître dans les minutes. Il va passer par où? Il va passer par où? Il doit nous suivre jusqu'à la fin. Mais je dois protéger mon patron, je protège mes intérêts aussi. Okay. Nous aussi, on doit protéger nos intérêts. Donc, à la sortie de ce studio, il doit faire tout pour nous voir parce que ça fait presque un an qu'on a perdu de visage, de vue. Aujourd'hui, on veut le voir vis-à-vis. En fait, il y a un lieu où on se retrouve. Il y a un lieu où je mange, j'arrive voilà à le. Non, j'arrive à le repérer. Mais je crois que lui-même sait. Vous allez faire le sondage. Non, il sait là où je vais le retrouver entre 11h midi. Je vais le repérer à quelque part et puis qu'il peut aller voir Jupiter revenir, je vais l'attraper. Alors, merci à vous. Je rappelle, je sais que c'était pas un match. Mais on avait posé un sujet qui concernait le côté social la dernière fois par rapport aux élèves qui se livrent à des actes et autres là. Les gens ont réagi sur notre numéro. La plupart des personnes étaient pour Tchaboré et les autres disaient que c'est à 50% que les professeurs ou bien les fondateurs d'écoles doivent défendre leurs écoles en inculquant de bonnes éducations à ces élèves-là. Et s'il y a quelque chose, ils convoquent les parents. Et de l'autre côté, les parents doivent veiller à la bonne éducation de leurs enfants. C'est ceux-là qui ont dit 50%, ça? Non, ceux qui disent 100% que ça revient aux parents. Ce que j'avais dit premièrement, c'est ceux qui disent 50%. Ils disent, en ce qui concerne les établissements, puisqu'on retrouve souvent ces élèves en kaki, il faudrait que vous défendiez votre honneur en convoquant les parents, leur disant c'est tel comportement que votre élève a affiché, on peut aller jusqu'à les renvoyer. Et ceux-là qui sont d'accord avec vous, ils disent que quand vous avez votre enfant, la grande des responsabilités, ça vous revient et vous devez tout faire pour suivre cet enfant, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, aller dans son établissement, voir ce que l'enfant fait. Non, si tu permets, Anita, je voudrais placer un mot pour dire que c'est vrai que ce n'est pas un match. L'essentiel, il faut retenir que ceux qui sont pour moi sont nombreux. Sont nombreux, moi c'est ce qu'il faut retenir. Peu importe, Abbas va graisser les dents, ce n'est pas mon problème. Ceux qui sont pour moi sont nombreux, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on retient, c'est tout. Alors Abbas, il n'y a pas de problème, c'est ça. Il y a des gens qui étaient avec vous aussi, dans les 50%. On ne peut pas regarder tous dans la même direction. Donc chacun a son opinion et chacun fait son opinion. Mais on est en démocratie, c'est la loi de la majorité. Même c'est la loi de la majorité. Qu'est-ce qui chacun a sa vision. De la chose. Rien ne prouve que c'est ceux-là, peut-être que c'est l'échantillon là que
qui a répondu et d'autres n'ont pas répondu. Là, nous trouvons que c'est vraiment la majorité des personnes qui sont contentes. Alors, c'est pourquoi je disais, c'est pas match. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement. Non, Anita, et si tu permets, franchement, pour dire que, quels que soient les points de vue, comme Abbas venait de dire, l'essentiel, c'est de prendre toutes les dispositions pour que l'élève puisse avoir une très bonne éducation. Parce que c'est l'avenir de demain, pour nous-mêmes, parents d'élèves, et pour notre nation. Donc, quelles que soient les positions, ce que nous devons prendre, nos dispositions, que ce soit au niveau des parents d'élèves, que ce soit au niveau des chefs d'établissement, prendre les dispositions pour que l'enfant ait une bonne éducation. Parce qu'il faut le dire, ces dernières années, nous constatons vraiment un regain d'irresponsabilité, que ce soit à nous, au niveau de nous, les parents d'élèves, qu'au niveau des chefs d'établissement. Mais il faut reconnaître que les élèves sont en train d'être laissés aller avec l'apparition des textes, des TIC, si je peux les appeler ainsi, où les élèves se donnent à beaucoup de choses. Comme je le disais, on peut prendre plus d'une semaine pour débattre de ce sujet. Il est très intéressant, il est très capital pour notre vivre ensemble, pour la paix sociale, parce qu'il faut le dire, on sait comment ça commence, et pour également l'avenir de nos foyers, l'avenir de notre nation. Je vous dis qu'un samedi matin, je venais au boulot, quand j'ai vu un accident, c'était deux petits en fait, ils étaient à bord d'un véhicule, ils ont cogné un poteau. Vous voyez, et les parents et les enseignants faisaient ce que vous avez dit ici, peut-être que cela n'arriverait pas, ces élèves-là ne seraient pas transportés à l'hôpital. Oui, effectivement, c'est de la responsabilité, tel que tu es en train de le dire. Toi, un parent, tu as une voiture, deux voitures qui sont à ta disposition. Le temps que ton fils a pris la voiture pour sortir, tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas envoyé quelque part pour dire, je vais me chercher telle chose. Mais après tout, tu retrouves que ton enfant a pris la voiture pour aller faire la Java. Et au retour, c'est la catastrophe pour toi. Tu es surpris que ton fils a fait accident avec ta voiture. Là, ta responsabilité, c'est que tu n'as pas bien encadré ton enfant. Et tu ne vérifies pas tout le mouvement de ton enfant dans la maison. Exactement. Dans la maison. Qu'est-ce que l'enfant va chercher? Ou est-ce qu'il est passé pour prendre la clé de la voiture et je ne suis pas là? Ou bien il s'est caché quand j'étais en train de prendre ma douche ou de faire quelque chose. Petite attention, une attention, il vient prendre la voiture, il sort. Alors, Abbas, aujourd'hui, on parle de civilisation. Quand l'enfant est un peu grand, il faut lui apprendre à conduire un véhicule, il faut lui apprendre à conduire une moto, C'est vrai, il y a la civilisation, mais au-delà de ça, la santé ou bien la sécurité de nos enfants ne devrait pas prendre le dessus sur cette civilisation. Oui, c'est ce que je viens de dire. Même si l'enfant, actuellement, tu vas avoir des enfants de 15 ans qui ont les permis, parce qu'ils sont passés par les auto-écoles. Et quand on passe par l'auto-école, c'est que c'est l'auto-école qui te présente maintenant et tu as ton permis de conduire. Tu reviens. Mais quand leur enfant a le permis de conduire, ce n'est pas parce qu'il a le permis de conduire que tu vas lui permettre de prendre et d'utiliser ton véhicule n'importe comment à tout moment. Du moment où il a le permis, est-ce qu'il a besoin du Non, c'est que c'est toi qui l'envoie, c'est qui le recommande que va me faire ceci. Tu ne dis pas que ce n'est pas avec ton consentement qu'il va prendre ta voiture. Il ne va pas prendre ta voiture derrière toi et aller causer quelque chose. Parce que quand il tue quelqu'un, c'est toi qui seras responsable. Je suis peut-être d'accord avec Anita lorsqu'il parle de la civilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde évolue et qu'il faut vivre avec son temps. Je suis d'accord parce que ce que nous on a vécu, certainement nos enfants ne sont pas en train de le vivre parce que le monde évolue. Il y a l'apparition de nouvelles technologies qui sont arrivées et que les élèves s'en servent. C'est tout à fait normal. Mais nous ne devons pas occulter le fait qu'il y a un certain nombre de principes qui entourent la sécurité dans notre vie quotidienne. Donc nous devons quand même mettre l'accent là-dessus. Le fait que nous sommes appelés à donner des instructions à nos enfants, à dire à nos enfants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire pour leur propre sécurité, je crois que ce sont des principes de base que nous devons inculquer à nos enfants. Nous ne devons pas les occulter. C'est vrai, la civilisation, elle est là. Mais est-ce que c'est la civilisation qui va faire en sorte qu'on évite quand même de prendre des dispositions pour notre sécurité? Je ne crois pas.
Oui, la civilisation, elle est là, c'est vrai. Chacun doit vivre avec son temps, avec l'évolution du monde, mais cela n'occulte pas le fait que ces principes de base doivent être inculqués à nos enfants. Alors, comme je le disais en début d'émission, aujourd'hui on parlera de la grève des enseignants avec les sanctions qui vont avec. Et également, on va parler de la magistrature Gates, comme Abbas l'a appelé. On l'a abordé la dernière fois aujourd'hui. J'espère qu'on aura assez de temps pour en parler. Chaboré, je reste avec vous. La dernière fois, vous étiez en train de dire ici que la Faisaine était sur un terrain glissant. Jeudi, il n'a même pas encore sonné 16 heures quand on a eu la mauvaise nouvelle, si on peut le dire ainsi. Oui, j'ai parlé comme si j'étais un devin. Et certainement que vous étiez dans les secrets des dieux. Justement, certainement, je me suis basé sur un certain nombre de faits. Et la prochaine fois, je viendrai vous consulter. Non, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que chaque fois, lorsque j'ai parlé, ça se réalise à 80% près. Je pense que je ne me trompe pas. Donc, pour dire que nous l'avons dit l'autre fois, la Faisaine était sur un terrain glissant parce que lorsque vous prenez les textes qui régissent aujourd'hui le Code du travail, vous comprendrez que pour aller à une grève, il y a un certain nombre de règles qu'il faudrait suivre. Maintenant, quand cela ne tienne, moi je dis une chose, et j'avais insisté là-dessus. Lorsque nous prenons tout ce qui a été fait en matière d'apport, en matière d'effort, pour quand même valoriser l'enseignant togolais ces dernières années, et lorsqu'on met dans la balance avec ce que nos amis réclament comme prime, je pense qu'il faut quand même qu'on soit responsable et qu'on soit honnête. Mais c'est une promesse du gouvernement. Je suis d'accord avec vous. Attends, j'en viens. Je suis d'accord avec vous, Anita. Il faut quand même qu'on soit honnête pour dire qu'aujourd'hui, quand même, l'enseignant togolais a été valorisé. C'est vrai. On ne peut dire que le fait de continuer par apporter certaines dispositions qui vont valoriser encore plus l'enseignant togolais, c'est une mauvaise chose. Non. On doit continuer quand même, l'État, je veux bien dire, doit continuer par apporter ce qu'il faut pour que l'enseignant puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on le dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Anita, je veux nous poser une question. Comment se fait-il qu'un employé décide de se mettre en grève? Tout simplement parce que l'employeur n'a pas respecté une promesse qu'il lui a faite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire un employé se met en grève, ce n'est pas... Aujourd'hui, dit, est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai 100 000, mon employeur dit, demain il va me donner 200 000. Je vais dépenser les 100 000 à c'est une promesse. Non, je veux pas les 200 000. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. C'est une promesse. Ça dit que je décide je te fais une promesse que, bon, par rapport à un certain nombre de faits, à un certain nombre d'exigences, je te fais une promesse de t'augmenter 1000 francs et tu te mets en grève à un moment donné parce que je n'ai pas respecté cette promesse. Et encore, il faut le rappeler, les conditions de cette promesse n'étaient pas encore établies. C'est un principe. C'est un principe. Le principe était déjà acquis. Voilà pourquoi je dis que nos enseignants, il faut le dire, ils sont un peu allés trop loin. C'est vrai, le principe était acquis qu'il y aura une gratification exceptionnelle pour eux. Alors qu'au même moment, les conditions de mise en place de qui entoure, c'est-à-dire que tout ce qui doit entourer la mise en place de cette gratification n'est pas encore établi. Et dans l'accord, ça a été dit, il y aura un comité qui va être mis en place, étudier ce qu'il faut, les besoins, et pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc c'est un pas. C'est un pas. Moi, je pense que, je le disais tantôt, il ne sert à rien pour un petit quelque chose. Je l'ai dit, un petit quelque chose, c'est vrai. Une prime, même si c'est 1000 francs, je le disais l'autre fois, c'est quelque chose. Mais je pense que le bon sens et la responsabilité auraient quand même prévalu pour que nos enseignants ne puissent pas rentrer dans ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà ce qu'il en est avec combien plus de 1000 chefs d'établissement qui ont été sanctionnés. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et je pense que cela a servi de leçon, certainement, parce que nos amis ont tenté une guerre pour les lycées 11, mais ils se sont ravisés. Cela a servi de leçon avec la lettre du ministre Baora qui a attiré l'attention sur
le danger qu'il encourait avec cette reconduction de la grève. Mais je pense qu'avec ce que nous avons vu, le bon sens est en train de revenir, et aussi bien du côté du gouvernement que du côté de nos frères enseignants, c'est-à-dire que le dialogue va prévaloir pour qu'ensemble qu'ils puissent trouver un terrain d'entente pour éviter ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves restent à l'école et à la maison. Alors, Abbas, le ministre, dans sa décision, a été trop dure, vous pensez? La décision de... Oui, rétrograder cette direction-là, un responsable d'établissement qui se retrouve juste dispenseur de cours. Oui, en fait, moi je vais dire que vous l'aurez vu. C'est les renvoyer à la retraite forcée ou quoi? Oui, il y a quelqu'un qui a déjà 2 ans de sa retraite et il devient enseignant. Donc, je pense que par rapport à ça, il aurait fallu qu'on réfléchisse un peu, parce que quand vous renvoyez les directeurs qui étaient là, au début de l'année, ils ont déjà fait des projections budgétaires par rapport à l'établissement, et qu'on nomme de nouveaux directeurs qui ne connaissent pas encore ce que l'autre a produit comme budget pour l'année. Il y aura peut-être passation de service. Il y aura passation de service, mais ce qu'il y a, le programme a été fait par nous. Toi, tu ne peux pas venir exécuter ça. C'est pour cela que quand on parle des partis politiques, tu n'as pas un gouvernement. Si un parti politique gagne le pouvoir, il gère, il ne peut pas se mélanger avec l'autre. Donc aujourd'hui, vous voyez que cette décision, c'est tellement qui va revenir là-dessus, puisque entre-temps, lors de son intervention sur une radio, il a dit que les enseignants, les directeurs qui disent qu'ils n'ont pas fait la grève, lui apportent la preuve. Ce qui veut dire que les négociations sont ouvertes, les portes sont ouvertes pour les négociations. Et il peut ramener, ça peut revenir, parce que quand il a fait ça, jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à remplacer les 1300 et quelques directeurs qui sont faits et qui ont été démis de leurs fonctions. Il a nommé seulement quelques 153. C'est insuffisant. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont nommés qui ont peur même de prendre la direction des écoles. À leur place, que feriez-vous? C'est ce que je dis. Et il y aura des négociations pour que ça soit fait. Puisque nous sommes en Afrique et nous sommes dans les milieux ruraux également. Un enseignant qui devient patron de son supérieur et dans cette cacophonie, le monsieur va dire que j'aurais préféré qu'on me nomme directeur dans des conditions normales que dans une crise de situation. Et que quand ça se passe ainsi, c'est que on pourra voir un jour des gens commencer par écrire sur la terre, sur le sol, comme chose, parce que les gens vont devenir fous. Il y aura certains qui vont enterrer, parce que nous sommes en Afrique. On dirait que vous êtes un spécialiste en ça. Non, il n'y a pas blague. Après l'émission, on commence par écrire sur le sol. Donc le problème là, c'est que c'est dit, Chabouré l'a dit tout à l'heure, il faut la discussion. En fait, ce que les enseignants ont fait, les syndicats là, je ne dis pas, ce n'est pas tout à fait normal, parce que la procédure n'a pas été totalement suivie. Il fallait commencer par un dialogue. Et le dialogue échoue, on fait un préavis de 10 jours de grève. Mais le fait de dire que nous reprenons la grève suspendue depuis 2020 n'est pas logique. On se cache derrière cette suspension de 2020, on dit qu'on a suspendu une grève depuis 2020 et on la reprend. C'est pour cela qu'on n'a pas déposé un préavis de grève de 10 jours, tel que prévu par les tests. Donc c'est un peu... ce n'est pas compréhensible, quoi. Et c'est pour cela que les ministres sont sortis pour leur dire que si vous faites ça, il y aura des sanctions. Donc, j'espère que cette mesure qui a été prise, le ministre Kokoroko pourrait revenir. Ça ne va rien diminuer en lui, sa personne. C'est l'avenir des enfants qui est en jeu. C'est tout ce qu'on veut pour la paix et la stabilité sociale au niveau des établissements. Il pourrait revenir. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans la lettre de Gilbert Barra, il y a le fait qu'on a appelé, et c'est à partir de ça que les enseignants ont dit nous allons ce soir parce que les discussions vont démarrer. Puisque, à part leur gratification, ils ont ajouté le point sur la situation des directeurs démis. Il y aura des discussions. Pendant ce temps, il ne faudrait pas que ça agisse sur les élèves. Nous sommes déjà dans le premier trimestre qui est en train de finir. Et si ça continue comme ça, c'est que l'école déjà
dès le départ, est bâclée. La vie des élèves est bâclée. Quand le chef de l'État a fait la gratuité des écoles cette année, c'est que c'est pour permettre à tout le monde d'avoir une chance égale d'aller à l'école. Maintenant, quand ça se bâcle au niveau de l'éducation publique, dans les privés, Mais ça pendant ce continue temps, normalement. il continue. Donc il n'y a pas équité de chance au niveau des élèves. Mais il faudrait que au niveau du gouvernement, on puisse arranger cette situation-là très rapidement pour éviter ce que le chef de l'État veut amener tout le monde à avoir l'égalité des chances dans Alors, Tchabouré, est-ce que le ministre pourra revenir sur sa décision? Il y a possibilité? Non, c'est possible. C'est possible que le ministre puisse revenir sur sa décision. La preuve, c'est qu'il a nommé, les nouveaux directeurs qu'il a eu à nommer n'atteignent pas ceux qui ont été démis. Ça veut dire qu'il y a Ça ne fait même pas la moitié. Ça ne fait même pas la moitié. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, certainement, qui est en train d'être fait. C'est ce que je me dis. N'oubliez pas que certains, lui-même il a dit dans son émission, que ceux qui estiment qu'ils ne sont pas allés, c'est-à-dire ils ont failli à leur mission, puissent lui apporter la preuve. Et dans ce sens, je crois que le ministre ne peut pas aujourd'hui nommer les 1000 et quelques qui avaient été démis. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas, les gens peuvent quand même voir. Si vous faites une analyse, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas nommé les 1000 et quelques directeurs, et surtout tous les années du territoire, pour remplacer ceux qui ont été démis. Par rapport à ça, je voudrais qu'on revienne sur un fait. C'est vrai qu'avec la décision du ministre, il y a un bras de fer qui s'est engagé, et c'est aussi vrai que la lettre ou bien la sortie du ministre Baora a contribué à apaiser quand même l'atmosphère. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ceci étant, je pense qu'il faut revenir sur le fait que le gouvernement était obligé d'aller sur ce terrain. En fait, on ne demande pas aux chefs d'établissement qui ont été démis, on ne leur demande pas de ne pas aller en grève, non. On leur dit simplement qu'ils ont failli à leurs responsabilités. Autrement, nous envoyons nos élèves à l'école. C'est de ça que nous étions en train de parler. On envoie les élèves à l'école. Quand on envoie un élève à l'école, ça veut dire que le fait que l'élève est déjà à l'école, c'est de la responsabilité du chef d'établissement de veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour que l'élève soit en sécurité. Alors, si un chef d'établissement estime qu'il veut aller en grève, ça aurait été bon de prévenir son supérieur, sa hiérarchie, pour dire que je vais aller en grève. En ce moment, et le parent d'élève et le gouvernement prendront les dispositions qu'il faut pour éviter que l'enfant aille errer au niveau de l'établissement. Je pense que c'est là où les responsables d'établissement ont failli. Mais il ne faudrait pas qu'on confonde. Les gens, on ne leur dit pas de ne pas aller en grève. Ils ont le droit d'aller en grève. Alors, supposons qu'ils appartiennent aux syndicats qui ont appelé à la grève. Mais ils sont en droit d'aller en grève. C'est comme si le chef d'établissement a failli vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de son employeur. C'est tout aussi simple que ça. Donc voilà, il faudrait qu'on éclaircisse pour que les gens comprennent qu'on ne dise pas au chef d'établissement d'aller en grève. C'est un droit pour eux, ils peuvent aller en grève. Ils auraient pris en amont les dispositions pour avertir à leur hiérarchie, je vais parler de l'administration, je vais parler du ministre, pour dire que, ou bien du secrétariat et de l'éducation, nous voulons aller en grève, prendre les dispositions. En ce moment, on aurait peut-être pris les dispositions pour fermer les écoles. Et là, l'élève ne va pas aller rester à l'école. Ça, c'est un. Maintenant, il faut quand même voir du côté du gouvernement pour dire que c'est vrai, le bâton a été trop fort. Le bâton a été trop fort. Et moi, certaines personnes parlent d'injustice sociale. Non, le bâton a été trop fort, c'est vrai, nous l'avons dit. Cela, quand même, n'empêche pas que les discussions puissent être menées pour que le ministre puisse revenir à la décision. Et moi, j'ai foi qu'avec des discussions, le ministre pourrait quand même revenir quand même à sa décision pour que, dans un climat d'apaisement, les solutions puissent être trouvées. Mais il faut le dire, en toute sincérité, aujourd'hui, l'enseignant togolais est valorisé. À travers... Oui, est mieux loti. Ça, il faut le dire. L'enseignant togolais est mieux loti. Je ne dis pas que ce qui a été fait est trop. On peut quand même continuer
Mais c'est acceptable. par apporter, mais c'est acceptable, il faut le dire. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a plusieurs secteurs qui nourrissent l'envie par rapport à ce qui se passe. Les gens estiment que mais ce n'est pas le secteur éducatif qui est le seul aujourd'hui qui apporte quelque chose à la nation togolaise. Il y a d'autres secteurs qui attendent et qui ont besoin également d'être valorisés. Il faut quand même que les gens puissent interroger leur conscience et se dire que quand même l'État a fait quelque chose à ce jour pour eux. Je ne dis pas qu'il ne doit pas réclamer ce qui est à réclamer, mais je pense qu'on doit quand même avoir le bon sens pour dire que nous pouvons réclamer, mais dans des conditions qui ne puissent pas amener des tiraillements et ne puissent pas amener ce que nous sommes en train de voir avec cette grève qui n'avait pas, franchement, qui n'avait pas de sens. Alors, une question par rapport à votre développement. S'il arrivait que le ministre revenait sur sa décision, est-ce que demain, les mêmes actes ne vont pas être posés? On va se dire, il va prendre une décision et... Non. On va faire, je suis d'accord avec vous, ça va constituer une jurisprudence, je suis d'accord avec vous, que les gens vont dire quand d'autres avaient fait, qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce que le gouvernement a eu faire? Tout ça là, c'est des discussions et c'est une question de bon sens. On espère que d'autres personnes ne vont pas quand même s'aventurer dans ce sens. Et il faut quand même le reconnaître et il faut que les enseignants qui se sont qui ont emprunté cette voie reconnaissent quand même qu'ils sont en erreur. Maintenant, ce qu'il y a une question que les gens aussi ne se posent pas. Ce n'est pas la FESEN seule qui a signé l'accord. C'est ce que les gens oublient. En avril 2018, ce n'est pas la FESEN seule. Il était près de 8 syndicats, centrales syndicales à avoir signé l'accord. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi c'est seulement la FESEN seule qui entre en grève? C'est ça que la population, les parents d'élèves et tous ceux qui suivent ce dessus de près, c'est la question que les gens devraient se poser. Est-ce que les autres sont des vendus? Non, je suis revenu là-dessus pour dire la FESEN fait cavaler seul. Je ne sais pas si les gens l'ont justement, c'est important, il faut qu'on se pose cette question. Quelques minutes pour expliquer. Il faut qu'on se pose la question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, franchement, il faut le dire. Le gouvernement, je ne dis pas que c'est trop. Le gouvernement a fait quand même un certain nombre d'efforts par rapport au secteur. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas en arriver là si les gens quand même sont conscients et les gens quand même sont sérieux envers eux-mêmes. Alors, Abbas, l'autre question qui se pose, c'est la question du secrétaire général de la FESEN. Apparemment, il est déjà admis à la retraite, mais c'est lui qui appelle ceux-là qui sont toujours en fonction à la grève. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Alors, certaines personnes disent qu'il est de mauvaise foi parce que lui, il est déjà à la retraite, les autres sont en fonction, il les induit en erreur. Ouais, j'ai entendu plusieurs personnes parler de mauvaise foi de sa part parce que s'il va à la retraite, il cherche un poste quelque part et qu'il veut mener cette action, peut-être que c'est son opinion, mais il ne faut pas qu'il mette la vie des autres en danger. Alors vous, en tant que juriste, quelqu'un qui est déjà admis à la retraite, est-ce que cette personne peut être encore membre ou bien responsable? Normalement, il ne devait pas être membre actif de cette situation. Il y a une jurisprudence qui s'est passée, et puis lui, sur ça, il y avait le syndicat dirigé par monsieur, comment il s'appelle, dans les années 2000. Pas Bloumato, il y a Bloumato aussi, celui qui est décédé là. Oui. Il y a. C'était un syndicat d'enseignants. Le grand syndicat d'enseignants, c'était le syndicat des enseignants. En fait, il cite l'Union des syndicats des enseignants du Togo. Il cite. Dirigé par. Ça, c'est vieux. C'est vieux, oui. Donc, celui qui dirigeait ça, c'était un vieux retraité. Lui, même il avait perdu la vue, mais il était là. C'est lui qui dirigeait ça. Et après, c'est celui-là aussi qui a perdu à la retraite, qui a pris ça. Je vais me rappeler de son nom. Donc, je pense que c'est dans cette logique qu'ils sont. Mais aujourd'hui, avec la situation des enseignants, vous voyez que depuis quelque temps, ils ne gravent plus pour demander les meilleures conditions de travail. De vie et de travail. Aujourd'hui, ils disent que c'est les promesses qui ont été faites pour ratification.
ça ne rentre pas dans le cadre de leurs conditions de travail. C'est une promesse qui a été faite. Et cette promesse-là, on ne nous a pas dit combien elle coûte. Qu'est-ce qu'on met dans la cagnotte? Les conditions. Les conditions de cette gratification. Comment vous allez prendre ça? Ça n'a pas encore été fait. Normalement, ça devait appeler à s'asseoir, à négocier, à voir la gratification qu'on veut nous faire là. C'est combien? Quel est le montant? Qu'est-ce qui revient à chacun des enseignants? On parle de ça, on note ça quelque part, et après, on va parler des conditions de paiement. C'est comment ça va se dérouler. Ça n'a pas été fait. Donc c'est pour cela que le gouvernement dit qu'il faudrait qu'on s'assoie pour discuter, parler de ces conditions de paiement, de cette gratification. Parce que quand il s'agit des primes des salissures qu'ils avaient réclamées et des primes certaines primes qui avaient amené aussi des grèves, il y avait des discussions qui sont menées. On savait combien revenait à un enseignant. Et après, on a incorporé ça dans le salaire, dans les 10, dans le titre de l'enseignant, comme dans leur statut de particulier de l'enseignant. Aujourd'hui, si c'est une prime de gratification, vous ne savez pas combien s'élève à cette prime. Si c'est à 2 francs, si c'est à 5 francs, ou bien c'est 1000 francs, vous ne savez pas, mais vous dites qu'on n'a qu'à vous payer ça. Comment on va payer ça? Sur quelles conditions le ministère des Finances va lever cet argent-là pour venir vous donner? Parce qu'il n'y a pas déjà un budget qui est prévu pour ça. Est-ce qu'ils savent que pour décaisser l'argent, il faut tout un processus? Oui, il faut tout un processus. Et il faut Est-ce qu'ils le savent? C'est ça aussi. Voilà, c'est ça l'explication. Moi, je n'ose pas dire qu'ils ne savent pas. Hein. Je n'ose pas dire parce qu'ils sont là-bas depuis longtemps. Les enseignants savent que ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. On décaisse l'argent dans les caisses de l'État. On ne décaisse pas comme ça. Ça dit qu'il faut suivre une procédure. Et cette procédure, jusqu'à ce jour, n'est pas encore suivie par rapport à cette prime de gratification. La prime doit faire l'objet de discussions entre les deux parties. Ils vont s'asseoir pour définir les conditions de paiement au lieu de rentrer dans une grève qui va porter un coup dur à l'éducation nationale. Donc je pense qu'il faudrait un bon sens et la volonté de tout chacun pour que ces genres de choses-là ne se repassent. Et il faut préciser quelque chose à base, parce que par rapport à ça, l'accord dit quoi? L'accord qui a été signé en avril 2018 dit qu'il faudrait un comité qui doit être formé pour discuter des conditions d'attribution de cette gratification. Ce comité n'a jamais été mis en place. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis merci au ministre Bawara qui a rappelé dans sa lettre, qui a permis, je dis que c'est une lettre de feu, qui a conditionné l'arrêt de cette grève, ou bien la suspension de cette grève de nos amis. Dans sa lettre, le ministre a eu à le rappeler que le comité doit être mis en place. Il a donné des instructions pour que le comité soit mis en place et se mette immédiatement au travail. Je crois que les enseignants ou bien la FESOM devraient le savoir. Alors, qu'est-ce qui empêchait de mettre sur pied ce comité depuis tout ce temps? Non, n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement un peu compliqué parce que ces 2 dernières années, avec la crise sanitaire qui est venue se greffer avec la situation économique qui n'était pas bonne, je pense qu'il faut quand même voir de ce côté le gouvernement. Au niveau du gouvernement, les caisses ne sont pas quand même remplies comme les gens voudraient le savoir. C'est vrai, c'est pourquoi lorsqu'il y a la promesse qui avait été faite, nos amis aussi devrait quand même penser que le gouvernement a de lourdes responsabilités, de lourdes charges aussi à son niveau. Il faudrait le voir. Moi, je pense qu'il ne faut pas occulter cet aspect et ne pas toujours penser qu'au niveau de l'État, tout est rose. Tout est rose. Nous sommes dans une situation économique très difficile. Ce n'est pas que le Togo seul, dans le monde entier, et que lorsque dans ces genres de choses existent, l'État aussi voit qu'est-ce qu'il faut voir dans la cagnotte. On disait quelque chose avec Abbas tout à l'heure. Le budget de l'État a été voté et lorsque la promesse a été faite, on ne va pas se lever du jour au lendemain. La promesse n'avait été faite en tenant compte du budget qui avait été voté l'année dernière. Non. Il faudrait trouver cet argent quelque part. Maintenant, il faudrait des mécanismes. Il faudrait trouver une solution, il faudrait trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que le ministre des Finances puisse pouvoir
voir ce qu'il y a lieu de faire et puiser de l'argent. Sur quel budget il faut le faire, comment le faire. Tout ça là, ce sont des choses qui doivent être discutées, non seulement par la FESENSON, non pas les ministères concernés, c'est-à-dire je vais parler du ministère de l'Emploi et du ministère de l'Éducation, mais également les acteurs qui sont en lien avec le déblocage de ce financement, le déblocage de cette gratuité. Je vais parler du ministre des Finances. C'est important. Et il va falloir que nos amis de la FESEN puissent le comprendre ainsi. Déjà, je cite pour dire que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la CNIC est en train d'être revenue avec la lettre du ministre Bawara, qui a essayé de temporiser, qui a essayé de calmer le jeu et que la FESEN a suspendu sa grève. On espère. Tchaboé, je reste avec vous. On va donc entamer ainsi la une des journaux. Non, je voulais ajouter par rapport à ça. Tu as posé la question sur le comité. Par exemple, on ne met pas le comité pour le mettre. On va mettre ce comité-là sans moyens. N'oubliez pas qu'il y a des comités. On a besoin de moyens pour mettre en place un comité qui travaille, comment il va travailler, quelles sont les conditions qui seront réunies pour mettre ce comité-là en place. Là aussi, il faut de l'argent. N'oubliez pas que nous avons aussi, au niveau de la presse, un comité qui gère les états généraux de la presse. Jusqu'à présent, le comité n'est pas encore reconnu. Donc, c'est parce que le gouvernement, il attend à avoir certains moyens. Et par rapport au fait de la gratification, là, il faudrait faire de telle sorte que les gens comprennent que nous sommes en train de se diriger vers le vote du budget de la loi de finances 2022 qui vient. Donc ça peut être incorporé dedans pour qu'on puisse prendre ça en charge. Je ne sais pas si les gens ont analysé tous ces contours-là, et c'est en novembre où on est en train de préparer la loi de finances que les gens lancent la grève. S'ils ont lancé la grève pour ça, oui, c'est d'accord. C'est pour réveiller la conscience du gouvernement que tenez compte de notre gratuité. Il fallait qu'ils disent ça dans le budget, dans leur déclaration, pour dire que tenez compte de nos gratifications. Parce que pour les autres primes, on avait tenu compte de ça dans le budget de 2020 et c'est ce qui a permis de les prendre en charge. Aujourd'hui, il y a une promesse qui arrive. Le gouvernement doit tenir compte de ça dans le projet de budget qui est en train d'être étudié au niveau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas se permettre de dire on fait ceci et on fait cela parce qu'on nous a dit on va nous donner l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas comme ça. L'État n'est pas comme une personne comme moi. Quand je te promets, si demain je te promets que demain si je ne suis pas encore prêt, je vais revenir te dire que ta dette là, je viendrai te la régler dès que les conditions seront venues. Mais si jusqu'à un an, c'est tout un processus. Mais l'État là, c'est une procédure qui. Alors nous allons, oui, vous aurez la parole tout à l'heure avec la une de votre journal, puisque nous parlons éducation. Le Messager est paru hier à sa une. La FESEN poursuit sa démarche solitaire et appelle à une nouvelle grève. Heureusement que cette grève-là, elle n'a pas eu lieu, elle a été suspendue. Les deux conséquences majeures de la grève des 3 et 4 novembre 2021 selon Cocorico. Oui, je crois qu'il faudrait revenir là sur cet aspect et dire quelque chose de très important, ou bien sûr poser la question de savoir pourquoi la FESEN fait chemin seul. Cette question mérite d'être posée. Je le disais tantôt, je pense qu'au niveau des accords qui ont été signés, la FESEN n'était pas la seule centrale syndicale à avoir, mais la seule fédération à avoir signé l'accord. L'accord a été signé sur, je crois qu'ils sont 6 ou bien 8 centrales syndicales à avoir signé cet accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la FESEN seule qui appelle à la manifestation, qui appelle à cette grève. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Non, moi je n'en sais rien, je ne vais pas aller plus en profondeur. C'est aux Togolais de se poser des questions, c'est aux observateurs de se poser des questions pour plutôt se dire que les gens ne savent pas peut-être ce qu'ils sont en train de chercher. Et Anita, comment est-ce qu'on peut aller en grève parce qu'une promesse n'a pas été tenue? Vous ne voyez pas que ça sonne mal? Je vous fais une promesse et que je ne l'ai pas tenue. Maintenant, vous partez en grève. Dans quel texte cela existe? Dans quelle loi ça existe? Que si je ne tiens pas à ma promesse,
que mon employé entre en grève. Vous savez, les gens se moquent de nous au plan international. Quand les gens entendent ça, quand les gens voient ce jeu auquel nous nous adonnons, les gens se moquent de nous sur le plan international. Les enseignants qui décident d'aller en grève parce que le gouvernement a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Ce qui est arrivé, et le ministre Kokoroko l'a dit, avec les conséquences de ce qui est arrivé, c'est ça. C'est ça. Regardez, certains ne sont pas, ont décidé de ne pas aller à l'école. Je dis certains, ce n'est pas la totalité. Certains chefs d'établissement, les écoles sont restées fermées. Ce que... la grève, apparemment, elle a été suivie plus, justement, ça c'est clair, c'est dans le Grand Nord même que la grève a été suivie. On a comme l'impression que la FESEN est plus basée là-bas. Maintenant, la conséquence c'est quoi? C'est que les cours qui devaient être faits n'ont pas été faits. Vous vous rappelez que c'est difficilement, avec cette histoire de Covid, difficilement, le découpage de l'année scolaire a été instauré. Et aujourd'hui, dire que certains cours n'ont pas été faits, ça a bousculé. Même cette semaine, on aurait lu dans certains journaux, dans le Nord toujours, il y a des cours qui n'ont pas été dispensés parce qu'on a interviewé des enseignants qui disaient qu'il n'y avait pas de directeur pour signer ce qu'ils ont. Justement, voilà, ça fait partie des conséquences dont a énuméré le ministre en charge de l'éducation, qui a dit, et c'est important, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour quelque chose qu'on aurait pu éviter. Et puis, le traumatisme, aujourd'hui, au niveau des élèves, parce que nous n'avons plus connu de grève, il y a longtemps, le traumatisme que cela peut avoir au niveau des élèves et au niveau de nous, les parents d'élèves qui avions investi. Les gens ont payé la totalité des frais de scolarité. Et si je veux parler au niveau du privé, maintenant au niveau du public, c'est vrai qu'on nous a gratifié ça. Mais je pense que l'essentiel aujourd'hui, moi je voudrais qu'on parle plutôt de l'essentiel des efforts qui ont été faits aujourd'hui pour ramener quand même, pour rapprocher les points de vue, pour que demain, qu'on ne puisse pas tomber dans les erreurs. Je pense que cela a servi. Avec ce qui s'est passé, la FESEN, les responsables de la FESEN ont vu quand même là où ils ont peut-être fauté, et également le gouvernement a vu là où la rapidité n'est pas arrivée, ou bien en amont ce qu'il fallait faire pour qu'on n'en arrive pas. Parce que ça, c'est une chose que Abbas a toujours l'habitude de dire, il ne faut pas ouvrir la voie pour que des conditions difficiles se posent avant qu'on ait des difficultés. Oui, je crois que c'est un grand chef d'État qui le disait, Feu Yadema, il disait, il ne faut pas courir après les événements, il faut plutôt dévancer les événements. Et je crois que le gouvernement va peut-être se servir de ce qui s'est passé pour que désormais il faut courir, c'est-à-dire qu'il faut dévancer plutôt les événements et non attendre que ces événements se produisent avant de quitter pour pouvoir chercher les solutions. Alors Abbas, quelques secondes rapidement, on entame la magistrature Gates. Il a dit que ce n'est pas le seul syndicat qui a signé. Le site dont je parle tout à l'heure a signé. Et ils sont là, c'est eux qui ont tenu en chose dur, autant dans les années autant de Yadema, c'est eux qui tenaient, dit c'est bénissant, t'étais bénissant Bipi. Bipi, bénissant, c'est lui qui était à la tête. Aujourd'hui c'est nous ensemble. Aujourd'hui c'est nous ensemble, c'est lui que nous ensemble à remplacer. Mon professeur de physique, c'est eux qui ont secoué le gouvernement par rapport aux conditions de travail de l'éducation. Mais quand on te fait une promesse, il faut la faire tenir comme ça, que c'est une promesse. Une promesse, on ne met pas pression pour obtenir une promesse. C'est que l'État dit que... J'ai dit je ne fais plus. Donc l'État devait dire que... Non, rien. Puisqu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a même entre-temps l'habitude de dire à ses ministres et à ses députés autres que ne faites jamais de promesses. Parce que quand vous faites des promesses... Voilà qui n'ont pas compris la leçon. Si vous faites promesse que vous n'avez pas honoré vos promesses, c'est que la prochaine fois, quand vous irez devant vos électeurs, ils vont vous demander, vous nous avez demandé que vous avez promis que vous allez nous construire tel. Après, vous allez dire, je vais le faire après. Et vous allez pas gratter la tête. Je le ferai après. Donc, c'est dire que quand on fait promesse là, on ne fait pas une pression pour l'avoir.
Seulement vous attendez la personne quelque part pour la sanctionner. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, on ne peut pas prendre cette promesse-là pour punir les parents d'élèves et les enfants. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Les parents qui ont inscrit leurs enfants dans les écoles n'ont rien à voir dans vos promesses. C'est pour cela que j'ai parlé d'intérêt personnel que les gens suivent. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas, à partir d'une promesse faite, dire qu'on engage un bras de fer avec le gouvernement. Pouvoir. Vous avez, on sait qu'ils ont les moyens de bloquer l'éducation, mais par rapport, tout le monde a le droit de faire la grève, mais par rapport à des promesses, il faut faire attention, il faut comprendre le bien fondé. Quand on fait promesse, c'est on compte sur quelque chose. Et ce quelque chose-là, si ça n'est pas encore arrivé, je ne peux pas te le payer. J'attends que les conditions soient. La question qu'on se pose sur ce bras de fer commence par inquiéter. Il y a la semaine passée, les magistrats, le syndicat des magistrats s'est attaqué à monsieur le ministre de la Justice par rapport à son truc, par rapport à sa sortie, pour dire que tout ce qu'il a dit, ce n'est pas normal qu'on va suspendre aujourd'hui. La semaine passée, c'est le syndicat des magistrats toujours qui est sorti pour demander à Abdoulaye Yaya de surseoir aussi à certaines décisions. Mais Abdoulaye Yaya s'est expliqué pour dire que non, il n'a pas suspendu totalement l'exécution des ordonnances qu'ils ont prises, mais c'est seulement il y a des ordonnances qui sont prises qui ne sont pas dans la norme, qui sont prises dans les chambres des gens, qui sont prises dans les églises. C'est ça qu'il faut se Pourquoi vous avez tous les deux insisté? Oui, c'est ça. Puisqu'on a, on a les informations. C'est dans les chambres et dans les églises. On prend quelqu'un amène des dossiers chez lui et il signe ordonnance parce que le monsieur est venu te voir dans ton salon pour t'expliquer que je veux... Certainement avec une enveloppe. Avec une enveloppe, avec des promesses. Et il le fait. Et il signe ordonnance. Le gars va chercher un dossier et l'huissier va l'amener avec des gros rapports de tout. Donc c'est ça que Abdoulaye Yaya a refusé. Il a expliqué ça. Mais les autres là sont en train de réagir. C'est aussi pour préserver leurs intérêts. Ils ne veulent pas descendre en même. Aujourd'hui, c'est l'application de la loi. Cette loi qui vous permet de prendre certaines décisions, il faut les prendre dans la norme. C'est-à-dire, après un jugement, une confrontation entre tout le monde, vous le prenez. Il n'y a pas confrontation, vous prenez une décision après avoir écouté unilatéralement une personne. On le fait, ça ne se fait pas. C'est pour cela qu'on vous appelle juge. Un juge, c'est celui qui écoute les deux parties. Et à la fin, il tire la conclusion pour voir qui a tort ou qui a raison. Et il prend ses décisions. Celui qui juge en quelque sorte. C'est celui qui juge. Donc tu ne peux pas t'asseoir. Quelqu'un vient te voir que j'ai un problème. Tu l'écoutes, tu n'écoutes pas le second. Il n'a pas jugé. Il n'a pas jugé. C'est tout comme nous dans notre profession. Quand il y a des informations sur une personne, il faut aller au recoupement. Il faut aller au recoupement. Tu vas vers la personne qu'on accuse, qu'on incrimine. Tu lui poses la question pour voilà ce que j'ai comme information. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et il faut équilibrer tout. Mais ça n'est pas équilibré. Et les gens prennent des décisions, ce n'est pas normal. Maintenant, ils sont en train de dire que pourquoi les deux supérieurs, les hiérarchies sont sortis pour les mettre... Alors, selon eux, on ne devait pas faire des sorties, on devait continuer par les couvrir. On devait continuer dans par cette pagaille-là. C'est une pagaille. Et puis, c'est ça qui organise les tensions sociales. Et on dit que le foncier est devenu une véritable bombe à retardement. Il faudrait arrêter ça parce que le chef de l'État lui-même ne veut pas que ces gens de choses, à partir du foncier, ça se passe. Vous allez voir quelqu'un qui va occuper tout un village, il demande à tout le monde de sortir. Est-ce que c'est mais ce qui inquiète dans ce cas, vous avez parlé de tout un village. J'avais assisté à un truc à Bamakopé, je crois. C'est pratiquement tout un quartier. Hein. Mais ce sont les forces de l'ordre qui sont venues. Oui, c'est parce que... Qui a donné l'ordre à ces forces? C'est les ordonnances qu'ils exécutent, non? C'est l'ordonnance, c'est le juge qui a pris l'ordonnance, qui remet à l'huissier. Et l'huissier va commettre les forces de l'ordre pour aller prendre d'assaut le terrain. C'est la même chose, cette Allemande-là qui est venue pour prendre tout un quartier dans Belaba. Donc c'est qu'il y a un jugement. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y a une ordonnance d'expulsion. L'ordonnance d'expulsion, quand vous allez vous l'exécuter, vous dites aux gens de partir. Et
dans ça, là, ceux-là qui vivent sur un terrain pendant 90 ans, 50 ans, 30 ans, vous venez, la personne à qui son terrain, il a construit sa maison, vous venez, vous lui dites que vous avez une ordonnance qu'il quitte. Et Lucie vient vous tendre l'ordonnance de préavis que vous devez partir dans 3 mois. Mais tu vas te retrouver comment? C'est des tensions qui se créent. Quand est-ce que le jugement a été fait? Celui-là qu'on vient expulser n'est même pas au courant de ce jugement. Alors, Tchaboré, avec tout ce qui est sorti comme lettres et autres là, depuis le début de cette affaire-là, ça veut dire que les premiers responsables doivent être au courant de tout ce qui se passait. Mais pourquoi ils n'ont rien dit, ils ont entendu jusqu'alors pour qu'un autre vienne et sortir avec chose comme ça. Justement. Ça veut dire qu'ils sont eux aussi complices. Oui, Anita, je crois que la semaine dernière, j'étais revenu là-dessus, j'ai fait un dossier. Ce que cache le ministre. Oui, Abetomé. Et qu'est-ce qui fait courir le ministre Abetomé? Et dans une de mes éditions, je me suis posé la question de savoir pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et j'avais fait un développement. Vous vous rappelez, le ministre Puissant Abetomé a été nommé en 2014. 2014, à ce jour, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 7 ans. Et ces problèmes, je ne suis pas sûr que ces problèmes n'ont pas existé. Ce que nous constatons aujourd'hui, des problèmes de terrain, des problèmes d'inspection et autres, ça existait depuis. Alors, qu'est-ce que le ministre a fait depuis 2014 jusqu'à ce jour? La question reste posée. Alors, si rien n'est fait, parce qu'il est de l'exécutif, s'il n'a pas pris des initiatives pour faire des propositions au niveau de l'exécutif, pour que des lois, des dispositions soient mises en place pour pouvoir éviter ça, ça veut dire que c'est un échec. Et ça, il ne faut pas aller chercher de midi à 14h pour le dire. Abdoulaye Yaya, qui est venu et qui a commencé par annoncer le premier, bien dénoncer le premier, ces gens d'agissement, a été nommé quand? Le 2 décembre 2020. Il n'a même pas encore fait 1 an. Mais quand il est sorti, il a dénoncé ces genres de pratiques. Ça veut dire quoi? Et c'est après cette dénonciation que le ministre a sorti ces 2 circulaires. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut aller chercher. Je crois que tu ne veux pas... Peut-être qu'on ne lui a pas fait les comptes rendus, peut-être... Non, c'est quand je le dis. Je dis Abdoulaye a été nommé en décembre 2020. Il n'a même pas encore fait 1 an. Puis était à ce portefeuille depuis 2014. Ça fait combien d'années? 7 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Je n'accuse pas le ministre. Je n'en sais rien. Je demande simplement aux gens de s'interroger. Il est à ce portefeuille, c'est depuis 2017. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a proposé quelque chose à l'exécutif par rapport à ces genres de dysfonctionnement? Parce que ces genres de dysfonctionnement existaient depuis. Il ne l'a pas fait, ça fait 7 ans. Et je constate tout simplement que c'est un échec. S'il ne l'a pas fait. Et je dis, si le chef de l'État à un moment donné était obligé, nous avons des informations, était obligé de taper le poing sur la planche pour dire, Allah, trouvez-moi des solutions à ces problèmes qui me taraudent tant l'esprit. Peut-être qu'un jour, c'est la présidence qui sera vendue. Justement, donc ça veut dire que les autorités sont conscientes. Les autorités savent qu'il y a de ces problèmes. Les autorités sont conscientes. Donc il faut commencer à quelque part. Et c'est en cela qu'il faut quand même soutenir la sortie du président de la Cour suprême. Hein? Il a dit quelque chose et il faudrait le relever à base de disait tout à l'heure. Le président de la Cour suprême ne dit pas que les décisions qui ont été rendues ou bien les rendues sont faux. Non. Il a dit simplement, je suspends les décisions pour le moment, le temps de voir clair. Donc, quand la suspension sera levée, les juges peuvent exécuter la décision. Il ne s'attaque pas au fond, à ce qui a été décidé, non. Il a dit, on suspend pour le moment. Donc, le temps de faire le point, faire des enquêtes pour savoir. Il n'a pas annulé. Il n'a pas annulé. Les décisions ne sont pas annulées. Non. On suspend. C'est pour cela. Mais pourquoi les magistrats estiment que les décisions sont annulées? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Qui ne se reproche de rien ne s'excuse de rien. Donc, ce que le problème, ce n'est pas annulé, c'est suspendu. Le temps qu'on prenne ces ordonnances, on les étudie, on fait des enquêtes pour voir est-ce que les ordonnances ont suivi la procédure normale. Est-ce que les 2 parties ont été écoutées? Est-ce qu'il n'y a pas injustice quelque part? Donc c'est de ça qu'il s'agit. On veut voir la réalité des faits.
est-ce qu'il y a des juges qui ne sont pas restés chez eux pour prendre des décisions? Si rien de tout ça n'en est fait, c'est pour ça qu'il a parlé de suspension et non d'annulation. Les juges et les magistrats ne peuvent pas nous dire que dans le fond, ce qui est dit est faux. Non, les faits existent. Les gens le disent, les justiciables se disent persécutés, les juges se disent trichés. Pas les juges et les magistrats, c'est des faits qui sont réels. C'est déjà eux que les gens merci à se vous, merci à vous, Abbas Isaka, merci à vous. Chabouré Bouraima, merci à vous également. Et puis, je vais rapidement prévenir mon patron pour qu'il prenne la route. Alors, chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. C'est quoi? Vous voulez m'attaquer à sa place? Mais tu vois que je veux casser ton patron, tu veux qu'on fasse quoi? C'est ça. Tu es la directrice, c'est tout. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous mardi à partir de 10h. Mais vous suivrez la rediffusion de cette émission aujourd'hui à 20h. Au revoir.